Bienvenue à toutes et à tous dans cette capsule vidéo. Nous allons étudier et définir l'énergie potentielle et l'énergie mécanique. Une petite introduction. Aristote, le premier qui a parlé de l'énergie, il a dit c'est la force en action. Il a dit que les formes d'énergie sont diverses. Richard Feynman, retenez bien ce nom, c'est l'un des physiciens les plus célèbres du XXe siècle. Il était professeur au MIT. Il était connu par sa façon d'enseigner très simple et très claire. Il a eu un prix Nobel de physique en 1965. On lui a demandé c'est quoi l'énergie, de définir l'énergie, regardez sa réponse. Il est important de se rendre compte que dans la physique d'aujourd'hui, nous n'avons aucune connaissance de ce qu'est l'énergie. Et c'est vrai, on ne sait pas l'énergie c'est quoi. Mais on peut lui donner une forme de définition comme étant la capacité de pouvoir effectuer un travail. L'énergie potentielle, l'une des formes diverses de l'énergie potentielle. Potentielle du latin poter, possède. L'énergie potentielle d'un système est l'énergie liée à des interactions avec un autre système. Elles peuvent être au niveau macroscopique, qu'on peut voir, comme au niveau microscopique, au niveau de l'infiniment petit. Combien d'énergie et de types plutôt d'énergie potentielle existent? 1. L'énergie potentielle de pesanteur. Regardez cette quantité d'eau, ce lac d'eau retenu par un barrage. Cette eau semble inoffensive. Elle est retenue par le barrage. Imaginez à un moment que ce barrage se rompt. Qu'est-ce qui se passe? Toute cette eau va se déverser sur un village au-dessous et même elle peut le démolir. Donc, lorsqu'elle était retenue, elle était capable de faire un travail, mais arrêté par un obstacle. Donc, elle possède une énergie potentielle, c'est-à-dire emmagasinée, mise en réserve, car cette quantité d'eau qui semble inoffensive est capable d'effectuer un travail une fois abandonnée. À quoi est due cette capacité de faire un travail? Elle est due à la pesanteur, de la gravité de la Terre. C'est la Terre qui attire cette quantité d'eau et donc cette quantité d'eau est capable, une fois abandonnée, de faire un travail. Deuxième type, l'énergie potentielle élastique. Exemple, ce tir à l'arc. Cet élastique qui est là tendu, tant qu'elle est tendue et il ne l'abandonne pas, tant que cet élastique est capable de faire. La preuve, une fois qu'il l'abandonne, elle est capable d'envoyer une flèche loin. Troisième type d'énergie potentielle, l'énergie potentielle électrostatique. Exemple entre un nuage et le sol. Le nuage est chargé négativement, le sol est chargé positivement, une tension électrique existe. Lorsque le diélectrique, c'est-à-dire l'isolant qui est l'air ici, n'est plus isolant, la tension devient trop grande, il y a des charges électriques qui vont passer. Mais tant qu'il est isolant, tant que ce nuage est capable de faire un travail, de brûler, de faire quoi que ce soit sur le sol. Quatrième type d'énergie potentielle, c'est l'énergie potentielle magnétique. Regardez ces deux aimants en U. Imaginez que je les tiens avec mes deux mains éloignées l'un de l'autre de quelques centimètres. Est-ce qu'elles ne possèdent pas de l'énergie stockée, emmagasinée? Si. Lorsque je les relâche, ces deux aimants vont s'attirer si le nord est en face du sud en haut et le sud est en face du nord en bas. Et donc ont une capacité d'effectuer un travail. De quel type d'énergie potentielle on va travailler cette année avec? L'énergie potentielle de pesanteur. Énergie potentielle de pesanteur. Regardez cette balle de tennis. Elle est retenue par la main et une fourmi est au sol. Lorsqu'elle est retenue par la main, est-ce qu'elle n'est pas capable de faire un travail? Si. Une fois qu'il ouvre sa main, cette balle tombe et elle écrase la fourmi. Donc elle est capable d'effectuer un travail. Donc même s'il la laisse dans sa main 10 minutes, pendant ces 10 minutes, elle possède en réserve et emmagasine de l'énergie.
Dû à quoi? À l'interaction entre la balle et la Terre, l'interaction gravitationnelle. C'est pour cela qu'on l'appelle une énergie d'interaction. Quel est le réservoir d'énergie? C'est cette interaction entre la Terre et la balle. Donc, si je veux parler d'énergie potentielle de pesanteur stockée, quel est le système qui la possède? C'est la balle plus la Terre. Mais parfois, par abus de langage, on dit que c'est la balle qui possède l'énergie potentielle. Mais en réalité, le système qui la possède, c'est balle plus Terre. Imaginez à un moment, Superman arrive, en une fraction de seconde, il vole le globe terrestre et s'en va très loin rapidement. Moi, avec ma main, je reste dans l'espace, j'ouvre ma main. Est-ce que la balle va tomber? Non. Donc, à quoi est due cette énergie stockée? À l'interaction entre la balle et la Terre. Donc, le système qui possède l'énergie potentielle de pesanteur qu'on note EPP, c'est le corps plus le globe terrestre. Comment on va la définir mathématiquement? Énergie potentielle de pesanteur et son nom. Un point matériel P, le centre de gravité de cette balle, de masse M, possède de l'énergie potentielle de pesanteur notée EPP du fait de sa hauteur Z. Imaginez que le centre de la balle, il est là, et le sol, ou plutôt le niveau de référence se trouve ici. Z égale à 0 en ce point. Alors, à quoi est égal EPP? C'est la masse par G, le poids, par Z, l'altitude. Une petite remarque ici, où je vais prendre l'origine des altitudes, ce qu'on appelle le niveau de référence. On peut le prendre là où on veut. Je peux le prendre le sol, le plancher de ma maison qui est au 4e étage. Je peux le prendre au rez-de-chaussée. Je peux le prendre au 1er étage, là où je veux. Par suite, la valeur de EPP est une valeur relative. Elle n'est pas fixe. Elle dépend du choix de la référence, du niveau de référentiel. Donc, c'est mg par z. La masse doit être en kilogrammes, z, l'altitude doit être en mètres, g équivaut à peu près 9,8. L'énergie potentielle, comme toute énergie et tout travail, elle est en joules. Z est toujours positive l'altitude? Non. Supposons que le niveau de référence est la surface de l'eau de la mer. Babda se trouve à une altitude de 200 mètres. Mais si j'ai un sous-marin qui est à profondeur de 50 mètres, à quoi est égale son altitude Z? Moins 50. Donc EPP peut être positive, comme EPP peut être négative, comme nulle, si le corps est placé au niveau de référence. Là, un petit rappel. L'énergie cinétique, c'est une énergie qui est due au mouvement. Est-ce qu'elle est emmagasinée? Non, je ne peux pas l'emmagasiner. Regardez cet élève qui est en train de lire, d'étudier, et il marche. Une balle de masse petit m qui sort du pistolet avec une vitesse v possède une énergie cinétique n demi mv2, puisque cette balle, en touchant cet élève, va effectuer un travail. Donc, il y a une énergie cinétique due à la vitesse et au mouvement. Un corps de centre de gravité ou d'inertie g, tel que z de ce point G se trouve à une hauteur nulle ou non, possède une EPP égale mgzg. Regardez ce pot de fleurs qui a une hauteur h de la tête de cet élève qui étudie. Si à un moment il est relâché ou il tombe sur la tête de ce bonhomme et il effectuera un travail. Donc tant qu'il est accroché là-haut, tant qu'il possède une énergie en réserve, appelée énergie potentielle de pesanteur de ce pot, de ce solide. N'oubliez pas quel est le système qui possède de l'énergie potentielle? Le pot plus la Terre. Donc en travaillant avec les 4 points, choix du système, bilan des forces, loi convenable et calcul, je dois définir si je travaille avec l'énergie potentielle, avec un système qui est le corps plus la Terre. Voilà les deux formes de l'énergie lorsqu'on est en mécanique jusque-là. EC et EPP. Une notion qui relie le travail du poids aux énergies potentielles. Vous vous rappelez du travail du poids?
Le corps se trouve initialement en un point A, il se déplace jusqu'à un point final B. Le point de départ est A, le point d'arrivée est B. L'altitude de A est ZA par rapport à un certain niveau de référence, l'altitude de B est ZB. Que vaut le travail du poids? C'est mgz du départ moins z d'arrivée, z de A moins z de B. Comment je peux l'écrire? mgza moins mgzb. Or, mgz, ce n'est pas EPP, si. Donc, c'est l'énergie potentielle de pesanteur lorsque le corps était en A, moins l'énergie potentielle de pesanteur lorsqu'il était en B, car EPP égale mgz. Donc, le travail du poids, comme on vient de dire, c'est EPA moins EPB. Est-ce que c'est delta EP? Non. Delta EP, c'est EP final moins EP initial. Donc, le travail du poids égale moins delta EP. Mettons ça dans la tête. Le travail du poids égale moins la variation de l'énergie potentielle entre le point de départ et le point d'arrivée. Moins delta EPP. Enfin, qu'est-ce qui relie ces deux énergies? Je peux l'appeler l'énergie mécanique EM d'un système. C'est la somme de l'énergie cinétique de ce corps. Voilà un élève qui est sur un avion et donc il vole à une vitesse V par rapport à un référentiel. Donc il possède une énergie cinétique 1,5 mv2. Il est à une altitude de 200 mètres du sol. Donc il a une énergie potentielle de pesanteur qui est mgz-EPP. Donc quelle est l'énergie mécanique de ce système? 1,5 masse totale par V carré plus masse totale par G par Z du centre de gravité de ce système. Cette somme, on la note l'énergie mécanique. Dans le cas d'une chute, cette énergie mécanique qui est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle peut être constante ou non. L'énergie potentielle, elle peut être de pesanteur, élastique, etc. Est-ce que l'énergie mécanique, on la définit uniquement dans le cas d'une chute? Non. Tout corps en mouvement à une certaine altitude Z qui possède une masse, a une énergie cinétique et une énergie potentielle. Leur somme, je l'appelle l'énergie mécanique. Notons, dans le cas d'une chute libre, ça c'est un exemple qu'on va généraliser après. Donc quand le système n'est soumis qu'à son poids ou quand les frottements sont négligeables devant ce poids, l'énergie mécanique se conserve. C'est-à-dire EM qui est EC plus EP reste une constante. Et dans ce cas, on dit que ce système constitue un système isolé, c'est-à-dire il n'échange pas avec l'extérieur ou avec l'environnement de l'énergie. Une grande remarque. Notez-la sur une feuille chez vous, s'il vous plaît. Lorsque je travaille uniquement avec l'énergie cinétique et j'applique le théorème de l'énergie cinétique, le système que je suis en train d'étudier est l'objet seul, uniquement le corps. Lorsque je travaille avec EPP ou bien EM qui est la somme de EC plus EPP, le système que je suis en train d'étudier, c'est le corps plus la Terre. Notez ça chez vous. EC seul, je cherche l'énergie cinétique. Au théorème de l'énergie cinétique, je l'applique au corps en mouvement entre A et B. Mon système, c'est l'objet. EM, mon système, c'est l'objet plus Terre. Et s'il n'y a pas de frottement, EM reste constante. On va voir comment. Sa variation, elle est nulle s'il n'y a pas de frottement, s'il n'y a pas de force dissipative au cours du temps. Donc la variation de EM, delta EM, qui est delta EC plus delta EPP, égale à 0. En d'autres termes, delta EC égale moins delta EPP. Que veut dire ça? Lorsque l'une augmente, l'autre diminue. Si je reviens un peu arrière, EM égale EC plus EPP égale constante. Si l'une augmente pour que la somme reste constante, l'autre va diminuer et vice-versa. On va voir ensemble une petite animation. Regardez celle-là. C'est un pendule. Si je travaille avec EC, EP et EM, mon système c'est le pendule plus la Terre. Si je représente les forces, à quoi est soumis pas la masse et le fil, uniquement la masse? La bille, à quoi elle est soumise? À son poids
et à la tension du fil. Je vais la mettre en mouvement. Au ralenti. Regardez comment varient ces deux forces. Le poids reste le même, mais la tension change, et de direction, et de valeur. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Une étude dynamique. Lorsque je travaille avec les forces selon Sir Isaac Newton et j'utilise les lois de Newton, je suis en train d'étudier là le système d'un point de vue dynamique. Je peux étudier le même système qui oscille d'un autre point de vue, d'un point de vue énergétique. Donc, je vais voir comment ce système, l'énergie varie. Regardez, le zéro ici, c'est un plan horizontal que je prends comme niveau de référence. Toujours le niveau de référence de l'EPP est un plan horizontal, comme la surface de l'eau. Supposons que le plan horizontal qui passe par le zéro ici, le plan horizontal, est le niveau de référence des altitudes orientées positivement vers le haut. Là, l'altitude est max. Donc, MGZ, EPP est max. Mais le corps s'arrête à l'extrémité pour revenir. Donc, EC est presque nul et EP est max. Jouons l'animation. La vitesse est nulle. En descendant, que fait l'énergie potentielle? Elle diminue. Que fait l'énergie cinétique? Sa vitesse est donc 1 demi mv carré. Augmente. Ici, elle arrive au maximum, EP égale à 0. Et de l'autre côté, c'est l'inverse. De façon que leur somme reste une constante. Regardez la vitesse, comment elle varie. Là, la vitesse est nulle, elle augmente, ce n'est pas une force. Elle augmente. Ici, elle est max. Elle devient la plus grande, puis elle rediminue. Donc, en remontant, l'énergie cinétique diminue, le corps gagne d'altitude, EPP augmente. Regardons cette animation qui est là. Je prends ce bonhomme, je vais faire une étude énergétique. Donc, le système que je vais étudier, c'est le corps plus la Terre. Je le relâche au ralenti. Son énergie cinétique augmente, potentiel diminue, total, elle est constante. De même, sa vitesse, ici, elle est nulle. Il descend. En remontant, le EC redevient EPP, et en descendant, le EPP se retransforme en EC, de façon que leur somme reste une constante si les frottements sont négligeables. Je peux prendre n'importe quelle piste et faire une étude énergétique. S'il n'y a pas de frottement, l'énergie totale reste constante. Et EC se transforme en EPP et à la descente EPP en EC. Prenons avec des frottements. Prenons cette première piste qui est là. Sans frottement, regardez EPP total. Ici, il y a des frottements, désolé. Je vais la mettre sans frottement, reprendre de nouveau. Frottement nul. Voilà. Il remonte à la même altitude initiale, de part et d'autre, à la même altitude initiale. Si je mets des frottements, et je le fais au ralenti, EPP est max, il redescend, elle se transforme en EC, mais il y a de la chaleur qui se dégage, et donc, à la fin, il ne remonte pas à la même altitude, il va terminer par s'arrêter lorsque toute l'énergie totale est redevenue chaleur. Et là, il n'y a plus ni cinétique, ni potentiel, il s'arrêterait là, ni énergie mécanique, elle s'est transformée complètement en chaleur. Arrière-plan de la piste avec des frottements. Voilà, redémarrer. Je vais prendre celle-là. Je vais le mettre ici avec grand frottement au ralenti. Voilà, il y a de la chaleur
Et donc, il y a transformation cinétique en potentiel, etc. Mais à la fin, il va s'arrêter. Lorsque toute l'énergie cinétique devient de la chaleur, il s'arrête. Revenons vers le cours. Là, sans frottement, EM reste constante lorsque EPP diminue, EC augmente de façon que EM reste constant. Dans le cas d'une chute avec frottement, l'énergie mécanique diminue, EC se transforme en EPP, mais pas complètement. Et l'énergie mécanique est en train de diminuer pour qu'elle se transforme complètement à la fin en chaleur. Une petite étude pour voir. Supposons que le solide que je vais abandonner ici, c'est-à-dire ce skieur qu'on travaille avec, il est abandonné à une altitude ZA. Il est soumis au cours de son parcours à son poids, à la réaction et au frottement. Puisque je travaille avec le théorème de l'énergie cinétique, le système c'est le solide. Delta EC égale à la somme des travaux de toutes les forces. Le travail du poids, plus le travail de la réaction, plus le travail de la force de frottement. Le travail du poids, je vais le remettre à gauche. J'aurai delta EC moins le travail du poids égale au travail de la force de frottement, car W de R égale à 0, étant perpendiculaire au déplacement. C'est quoi moins le travail de P? C'est plus delta EP comme on a vu avant. Donc delta EC plus delta EP égale au travail des forces de frottement. Et delta EC plus delta EP, c'est quoi? Delta EM, qui est le travail des forces de frottement. Donc, s'il y a des forces dissipatives d'énergie, delta EM n'est plus égal à 0, mais delta EM égale à la somme des travaux des forces non conservatives, c'est-à-dire force de frottement, résistance de l'air, etc. Pour terminer, variation de l'énergie mécanique d'un système qui se déplace d'une position A à une position B est égale à la somme des travaux des forces non conservatives, comme la force de frottement ou résistance de l'air, appliquées au système durant ce déplacement. Delta EM lorsqu'il part de A à B le corps, qui est EMB moins MA, égale sigma des travaux des forces non conservatives. Quand delta EM égale à 0 et l'énergie mécanique se conserve, s'il n'y a pas de force non conservative, en absence des forces non conservatives, frottement nul. Et si les frottements ou résistance de l'air ou une réaction nucléaire a eu lieu, etc., alors on a des forces non conservatives, alors delta EM est différent de 0. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.